Mesdames et messieurs, bonjour. Le plaisir reste le nôtre au niveau de la Ligue chrétienne anti-animisme du Gabon de vous retrouver chaque mardi lorsqu'il est exactement 16 heures pour vous entretenir et vous apporter des précisions, des explications, des éclairages et surtout une bonne connaissance des rites initiatiques de chez nous. Cela vous permet donc de comprendre, de connaître, d'accéder au cœur des choses les plus cachées, les plus secrètes, les choses les mieux gardées, les secrets les mieux gardés du pays. En termes, n'est-ce pas, rituels, vous sont exposés, vous sont présentés, que vous soyez homme, non initié, femme ou enfant, vous avez la possibilité sur les pages de la Ligue chrétienne anti-animisme de vous former à la connaissance des rites initiatiques du Gabon. Vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes un ministre du culte de Dieu, vous officiez au Gabon, vous avez des informations nécessaires qui peuvent vous permettre, n'est-ce pas, dans l'exercice de vos fonctions, de votre ministère, en termes de cure d'âme, en termes d'entretien, en termes d'aide à la prière à ceux qui sont passés par ces milieux initiatiques du pays. C'est donc, on va dire, une bibliothèque, c'est donc une somme d'informations qui est mise à la disposition de tous pour que personne désormais ne soit dupe, personne ne soit trompé, encore moins séduit par des discours élaborés, sophistiqués, de plus en plus, on va dire, de plus en plus scientifisés, n'est-ce pas, par les ritualistes de ce monde animiste. Et nous voulons, mesdames et messieurs, vous apporter ce dont vous avez réellement besoin pour amorcer votre choix. Vous avez le choix, comme d'habitude, entre Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie, et alors le culte des ancêtres, le culte des morts. Et nous voulons préciser, avant de commencer donc notre thématique de ce jour, que nous ne sommes pas là pour vilipender les rites de chez nous. Nous ne sommes pas là pour invectiver ou encore moins dénigrer. Nous sommes là pour expliquer exactement ce qui se passe, ce qu'ils vous cachent, ce qui n'aimeraient pas que vous sachiez, ce qui ne souhaiteraient pas du tout que vous connaissiez, parce qu'ils savent que le jour où vous rentrez en contact de ces informations, leur secret est à nu, leur secret est dehors, et leur hégémonie spirituelle de domination, n'est-ce pas, sur vos émotions, sur vos pensées, finira par tomber et il serait simplement dépouillé et dépossédé de tout, n'est-ce pas, tout pouvoir sur vous. Et vous serez en ce moment arrivé à la connaissance de la vérité. Mesdames et messieurs, c'est la Ligue chrétienne anti-animisme du Gabon qui vous remercie aussi pour votre fidélité. Vous êtes devenus, n'est-ce pas, fidèles à nos programmes. Vous êtes nombreux à nous suivre. Vous êtes nombreux à nous faire des retours positifs et à nous partager, n'est-ce pas, vos opinions quant à ce que vous apprenez sur ces rites initiatiques du Gabon. Soyez davantage bénis et soyez davantage encouragés à partager ces vidéos. Soyez davantage encouragés à les partager au maximum, à tapoter, à faire un grand bien au grand nombre qui ne connaît pas encore la Ligue. À votre niveau, vous pouvez être un relais aussi important pour la Ligue chrétienne anti-animisme afin d'atteindre un grand nombre de ceux qui sont encore égarés. Que toute la gloire soit à Jésus notre Seigneur et que vous soyez édifiés, formés et bénis chez vous au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, ce matin, nous continuons donc la série dans le bouti Misoko dans lequel nous sommes plongés depuis à peu près 2 semaines ou 1 semaine si j'ai bonne mémoire. Alors, nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui davantage la notion du crime rituel. Nous voulons vous apporter à la table du diable. Nous voulons vous amener à la table du sacrifice dans le Bwiti Misoko, dans la pratique originelle du Bwiti en général, dans, n'est-ce pas, ces premiers développements, ce qui s'est passé, ce qui s'est faisait, ce qui s'est fait jusqu'à ce que, n'est-ce pas, l'administration coloniale mette un terme ou du moins réduise, parce qu'on ne peut pas affirmer dans ces milieux fermés
que, n'est-ce pas, le rituel tel qu'il était pratiqué a pris fin. C'est beaucoup plus dans des milieux dont on a le contrôle, dans des milieux où il y a beaucoup plus de présence, on va dire, de l'administration, etc., qu'on peut voir un certain nombre de pratiques reculées. Mais que sait-on de ce qui se passe réellement dans les endroits reculés auprès des puristes, auprès des maîtres puristes, des maîtres d'une génération antérieure qui ont gardé la pratique, n'est-ce pas, dans son intégralité, comme autrefois pratiquée par leurs dévanciers. Aujourd'hui, nous vous parlons du crime rituel qui est le fondement du rite que nous appelons le Bwiti. Nous voulons vous plonger au cœur d'un événement que certains d'entre vous peut-être ont déjà entendu parler, le repas de l'Eudika. Dans le Bwiti, il y a ce repas-là qu'on appelle le repas de l'Eudika, que nous allons vous expliquer bien sûr. Mais avant de vous parler de ce qui se passe, de ce que beaucoup peuvent connaître, aujourd'hui ce qui se fait en termes de l'Eudika, permettez mesdames et messieurs que nous vous ramenions, n'est-ce pas, au commencement. Comment se faisait l'Eudika? Qu'est-ce que le repas de l'Eudika? Comment il se faisait? Quels sont les ingrédients qui le composent? Et quels sont les ingrédients qui l'ont composé hier? Et qui le composent certainement encore aujourd'hui dans le secret. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, partons dans cette aventure à la découverte de l'Eudika, le repas phare, l'un des repas clés qui prépare, n'est-ce pas, celui du motoba, ça veut dire le fait d'avaler un silure vivant. Avant d'avaler le silure vivant dans le Bwiti, vous avez un repas qui précède, qui va constituer le soubassement, le matelas, on va dire quoi, la zone dans laquelle le motoba devra plus tard s'installer. Alors, repartons dans la Genèse. Dans la Genèse, il était question d'un homme. Un homme qui avait une femme et qui avait une jolie fille, une jeune fille. La femme a découvert, comme nous l'avons présenté dans l'un des mythes initiatifs, digamos, fondateurs, la femme va découvrir le Bwiti et qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Le mari, futé malin, qui a découvert le secret de sa femme, va s'emparer donc du Bwiti de sa femme et va devenir maître de la chose. Son beau-frère, qui vit dans un autre village, a des échos de ce qui se passe chez, n'est-ce pas, sa famille. Donc chez son beau-frère, notamment chez son beau-frère et chez sa sœur. Alors il va entreprendre un voyage, il viendra consulter son frère pour s'enquérir, n'est-ce pas, des nouvelles de cette nouvelle pratique que son beau-frère développe désormais, qui est donc le Bwiti. Alors le monsieur va plus ou moins initier son beau-frère. Il va lui donner un certain nombre de choses, un certain nombre de clés, un certain nombre de connaissances. Jusqu'à ce qu'un jour, il se retrouve dans ce qui est devenu aujourd'hui l'ancêtre du Bwenze. Le Bwenze est la pièce secrète, n'est-ce pas, qui est utilisée lors des veillées du Bwiti pour faire des rituels les plus cachés, les plus ignobles parfois. Il est détaché ou il est justement parfois, justement à côté, derrière l'Ombanja ou un peu décalé, un peu plus loin. Ce lieu spécial, qui n'est pas l'Ombanja, s'appelle le Bwenze. C'est le lieu secret, c'est le sanctuaire. C'est le sanctuaire de toute intrigue, c'est le lieu où se passent des choses les plus effroyables que vous ne pouvez imaginer. Alors, pendant que les beaux-frères étaient en train de se partager les secrets les plus, on va dire, les plus profonds, n'est-ce pas, du Bwiti, dans l'ancêtre du Bwenze, donc dans ce lieu secret, la jeune fille du couple arrive. Ça veut dire la fille du propriétaire des lieux et donc la nièce du beau-frère qui est arrivé s'enquérir du Bwiti. Et il va les surprendre. Au Bwenze, il va surprendre le secret du Bwiti.
il va se rendre compte qu'il y a des choses effroyables. Il va se rendre compte qu'il y a des choses abominables. Elle va découvrir la jeune fille du nom de Dibenga. La jeune fille s'appelle Dibenga. Et vous avez ce nom qui revient dans la plupart des invocations. Si vous prêtez attention aux invocations qui ont lieu, des chants et beaucoup de choses, vous entendrez le nom Dibenga. Dibenga est donc cette jeune fille innocente qui a eu le malheur d'apparaître au Bwenze au moment où le beau-frère et, n'est-ce pas, le beau-frère, le monsieur qu'on appelle Eshinga donc, qui reçoit son beau-frère qui s'appelle Boulipa. Voilà, ce sont les deux du départ. Donc, Eshinga et Boulipa vont se retrouver au Bwenze et par malheur, n'est-ce pas, Dibenga se retrouve là et elle découvre le secret. Qu'est-ce qui va se passer? Rapidement, les deux hommes vont décider de mettre un terme à la vie de la jeune fille. Alors, donc, la jeune fille va être saisie par le père et l'oncle et ils vont la dépecer. Ils vont la dépecer, ils vont la placer dans le paquet, n'est-ce pas, qu'on appelle aujourd'hui le paquet de Edika plutôt. Ils vont la faire cuire dans ce paquet. Ils vont utiliser son intestin, n'est-ce pas, son intestin grêle, comme étant, n'est-ce pas, la corde pour attacher ce paquet-là. Et c'est comme ça que la jeune fille va disparaître, mangée par son propre père, mangée par son propre oncle, dans le secret, ce qui est devenu l'un des secrets les mieux gardés et qu'aujourd'hui vous apprenez et qu'aujourd'hui vous découvrez. Parce qu'en temps normal, vous ne pouvez pas savoir ce que vous êtes en train d'entendre maintenant si vous n'êtes pas un initié de haut rang, un initié de haut vol. Et donc, les beaux-frères vont manger l'enfant et la mère va se mettre à pleurer un peu partout, à rechercher son enfant qu'il ne va pas trouver. L'enfant a été mangé dans le repas, le plat donc de l'Edika. C'est la version la plus répandue. Mais parce que nous prenons toutes les dispositions aussi, pour que les uns les autres ne viennent pas derrière dire que ce n'est pas ça, parce que l'échappatoire qu'ils ont aujourd'hui, c'est d'évoquer les écoles. Ils vont vous dire, non, 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 nous, ça, c'est pas chez nous parce que telle n'est pas notre école. Permettez que je vous conduise dans une autre école. Mais dont la réalité est la même, c'est le sacrifice d'une femme. Toujours une femme, une femelle. Alors là, il est question, n'est-ce pas, d'un pygmée qui est un grand chasseur. C'est la deuxième version, donc, de l'ancêtre de l'Odika. L'Edika, pas l'Odika. Odika, c'est le chocolat. Ici, nous parlons de Edika. E-D-I-K-A. Edika. Et donc, l'Edika, parce qu'il y a un L apostrophe pour le nommer, le désigner. Voilà. Et donc, le chasseur va en brousse, il pose ses pièges, et puis un jour, comme il avait l'habitude de disparaître, il avait l'habitude de ne pas, n'est-ce pas, indiquer là où il était, sa femme, préoccupée par l'absence prolongée de son mari au village, va entreprendre donc le voyage, n'est-ce pas, on va dire la marche dans la forêt pour tenter de retrouver son mari. Et lorsqu'elle arrive en brousse, pas à pas, elle arrive à un certain endroit où le mari pose les pièges, il va découvrir qu'il y a un porc-épic qui est pris au piège. Elle observe, elle se rend compte que le porc-épic est amputé de l'un de ses membres. Elle continue à la recherche de son mari, elle va trouver une antilope au piège avec un membre en moins, jusqu'à ce qu'elle arrive là où il y a l'éléphant. L'éléphant aussi est mort, tué par son mari, et elle observe que l'éléphant aussi a un membre en moins. Comprenez que c'est un mythe. Et donc, la dame s'approche et quand le mari entend la dame s'approcher, entend un certain bruit, il va aller se cacher quelque part dans les arbres. Et pendant qu'il est caché et que la femme est encore assez loin, un animal, la genette. La genette, c'est cet animal qu'ils utilisent la peau qui est semblable à la peau de la panthère. La genette, donc, viendra manger en premier l'Odika que le mari de la dame était en train de consommer seul
Ambrose. Et c'est en cela que la genette, donc le musingi en langue, devient le premier, n'est-ce pas, animal à consommer le dika. Et pendant que le musingi consommait la viande, n'est-ce pas, le dika, elle va entendre plutôt, la genette va entendre un autre bruit, elle va s'enfuir et c'est la pentade qui arrivait. La pentade va commencer à picorer aussi quelque chose jusqu'à ce qu'elle entende un bruit, elle va se retirer et c'est en ce moment que la dame arrive et se rend compte qu'il y a de la viande préparée, qu'il y a de la viande cuite et tout le reste, mais qu'il n'y avait personne. Elle va commencer à manger parce qu'elle avait vraiment faim. Elle va commencer à manger cette viande et son mari, qui est caché dans les bois, va se rendre compte que sa femme vient de découvrir son secret. Et donc, va venir à petits pas, va assommer la femme, il va la tuer, il va la dépecer, il va mettre dans le paquet de dika et va donc manger sa propre femme. Voici, mesdames et messieurs, les deux grandes versions des principales écoles du Bouddhi qu'on pourra, n'est-ce pas, vous enseigner au sujet de l'édika. Et donc, nous voyons qu'ici, au commencement du Bouddhi, les actes sacrés du Bouddhi, les actes primordiaux, les premiers actes du Bouddhi sont des actes donc déjà de barbarie, ce sont des actes dans lesquels vous avez le crime, vous avez le dépècement des personnes et vous avez l'anthropomorphisme. On mange des personnes. Il y a du cannibalisme dans le Bouddhi à ce niveau. Alors, donc, cette chose va continuer. Et donc, Dibenga, que ce soit Dibenga, que ce soit la femme du chasseur, vous avez la même conclusion. Un être de sexe masculin est sacrifié par des hommes appartenant au rite du Bouddhi qui vont manger ces êtres-là et qui vont en faire désormais un rite, une progression, n'est-ce pas, un repas obligatoire dans la progression au Bouddhi. Et c'est ainsi que désormais, de génération en génération, les filles étaient enlevées. Les phénomènes que nous examinons aujourd'hui dans la société, où il y a des enfants, des jeunes filles, où des femmes disparaissent, ces phénomènes ne sont pas nouveaux. Ces phénomènes ont toujours existé en milieu où il y a le Bouddhi. En milieu où il y a le Bouddhi, je vous dis, ces phénomènes ont toujours existé parce que ces femmes, parce que ces jeunes filles, parce que ces petits enfants étaient enlevés lorsqu'il y avait des cérémonies de Bouddhi, étaient enlevés pour être mangés dans le dika en honneur des ancêtres. Et donc les ancêtres du Bouddhi, ou du moins les esprits du Bouddhi, sont des esprits qui ont toujours favorisé, n'est-ce pas, le crime rituel, qui ont toujours favorisé le prélèvement des organes et qui ont toujours favorisé, n'est-ce pas, l'utilisation des ossements humains à des fins fétichistes. Ce n'est pas un phénomène nouveau, ce n'est pas un phénomène qu'on découvre, c'est un phénomène qui a toujours été là, mais qui était mal connu du fait qu'il se faisait en cachette. Mais comme aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui disparaissent et les alertes sont données au crime rituel, on se rend compte que ce phénomène ancien, en réalité, n'a jamais cessé. Il a diminué à cause de la présence, on va dire, coloniale, à cause de l'influence des religieux coloniaux, etc., qui avaient dû mettre la pression sur ces gens afin, n'est-ce pas, d'arrêter ce culte. Et par des biais des mécanismes de l'occultisme, ils ont su trouver des adaptations. Ils ont su trouver des adaptations pour continuer le rituel. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui mangent Eudika peuvent dire que non, ils n'ont jamais mangé la chair humaine parce que le Dika aujourd'hui s'est fait avec le poulet. Il s'est fait avec un coq. Mais autrefois, il n'était pas question du coq, il était question bel et bien des personnes et Ribenga, la jeune femme plutôt Dibenga, pas Ribenga, Dibenga. Il y a souvent la confusion entre Dibenga et Ribenga, mais ce n'est pas du tout Ri, c'est plutôt Di. Voilà, c'est Dibenga avec B et non
avec plutôt, on va dire quoi, avec D et non avec R. C'est de ça qu'il est question. Dibenga avec D. Voilà. Et donc aujourd'hui, avec la force de la loi autrefois, ils ont réussi par des mécanismes à trouver, n'est-ce pas, un remplacement qui est le coq. Parce que le coq, dit-on dans ces milieux, a un niveau de vampire élevé et donc il peut remplacer l'homme de manière correcte. Alors, donc aujourd'hui, voici ce qui est l'histoire du plat, n'est-ce pas, que vous trouvez dans le bouti qu'on appelle Edika. Donc aujourd'hui, comment il se fait? Aujourd'hui, il se fait en commémoration, n'est-ce pas, de la mort de Dibenga. Ça continue jusqu'à aujourd'hui en commémoration. Parce qu'il y a des symboles, il y a des éléments qui montrent et nous allons devoir vous expliquer pour que vous vous rendiez compte du lien qui existe entre le plat du coq aujourd'hui, mais en réalité avec ce qu'il a été hier. Je sais que c'est un peu technique. Je sais que c'est des choses un peu pas faciles à cerner, mais nous prenons la peine d'essayer de trouver des bons mots pour que vous compreniez ce qui se passe. Alors, donc, aujourd'hui, le sacrifice de Dibenga qui s'est passé entre son père, son oncle, n'est-ce pas, pour la manger dans le premier Edika, ou encore la femme du chasseur, n'est-ce pas, le chasseur qui s'est retrouvé avec sa femme en brousse qui a découvert son secret de chasse, qu'il a tué et qu'il a mangé, vous constatez que dans les deux cas, on mange. Dans les deux cas, on tue la femme et on la mange. On ne tue pas pour jeter, on tue pour manger. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on tue pour manger. Et les Nganga sur le plateau de la Une ont reconnu qu'ils font les crimes rituels, qu'ils mangent la chair humaine, qu'ils vont en vampire, qu'ils mangent, qu'ils ont des tontines mystiques. Et au Gabon, lorsqu'on parle des tontines mystiques, nous tous, nous savons ce que c'est des tontines mystiques. Nous savons que c'est des réunions des sorciers qui décident de vous tuer. Et sur l'émission Dieu en question du 20 juillet 2025, il y a cette vidéo, il y a cette émission qui est là en ligne où les Nganga revendiquent. Les Nganga reconnaissent qu'ils, effectivement, mangent les gens en vampire. Ils reconnaissent qu'ils mangent les gens en vampire. Mais manger les gens en vampire n'est qu'une dimension en réalité des vrais sacrifices humains où on mange la chair humaine, on boit le sang humain. C'est des réalités qui ont toujours existé dans le bouti. Manger et boire le sang a toujours été une réalité et les Nganga ont bien fait de le reconnaître. C'est pourquoi nous voulons déjà remercier ces Nganga d'avoir donné la possibilité au peuple gabonais et du monde entier de savoir que dans le bouti, effectivement, il y a des crimes rituels, il y a de la chair qu'on mange et on va au-delà, il y a même des crimes d'envoûtement et donc on mange en vampire. Donc, comment aujourd'hui ils font le plat de l'Edika? Pour que vous compreniez mieux, pour ceux qui sont curieux, qui vont voir, malheureusement, il se fait en public, mais il se mange en secret. Alors, comment ils le font aujourd'hui? Pour faire le plat de l'Edika aujourd'hui, ils vont le préparer devant vous. Vous savez, c'est les séducteurs. Ils vont le préparer devant vous. C'est dans le temple qu'on va commencer à donner un certain nombre d'ingrédients à une dame qui va se mettre à piler. Il est question de quoi? Il est question de concombre, il est question d'arachide, il est question d'un certain nombre d'autres éléments, quelques écorces de bois et tout le reste, qui vont piler là, devant tout le monde, au Mbanja. Il n'y a pas de problème, ils vont piler ça. Et lorsqu'ils terminent de piler les produits en question, alors pour fabriquer, ils vont se retirer dans le Bwenze, le fameux lieu où Dibenga avait été tué. Voyez. Donc, l'ancêtre a vu mourir Dibenga. Aujourd'hui, n'est-ce pas, la continuité voit mourir le coq à la place, mais je dis le coq dans des endroits où on a l'œil. Donc, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe dans des endroits reculés avec toutes les personnes qui disparaissent au Gabon. On peut penser
que certaines de ces disparitions finissent en réalité dans ces endroits-là pour perpétuer ce crime rituel qui a toujours été au commencement Djibouti. Et donc, ensuite, ils vont se retirer du côté du Bwendze, et donc c'est là-bas que ils vont utiliser le coq, donc à remplacer l'homme. Parce que avant c'était Dibenga, et aujourd'hui, on va dire que ils font avec le coq. Parce que ça, on peut le vérifier. On peut aller dans n'importe quel moment de veillée, dans des endroits où on maîtrise, ils vont vous montrer le coq. Ça, c'est certain. Mais dans des endroits où vous n'avez pas accès, ce n'est pas évident qu'il n'y ait pas n'est-ce pas, des Dibenga qui continuent à être sacrifiés en douce. Et donc, ils vont amener le coq, qu'ils vont traumatiser, qu'ils vont prendre la plume du perroquet pour l'enfoncer dans la gueule, on va dire dans le bec du coq. Et ils vont étouffer le coq. Ils vont le presser, le secouer à l'agonie. Donc, vous voyez, le coq va vivre l'agonie des Dibenga. Parce que le Dibenga était tué entre son père et son oncle dans la maison juste à côté, alors que sa mère faisait des travaux à côté. Donc, on ne pouvait pas l'égorger. Ils l'ont étouffé. Et donc, c'est ce rituel qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, le coq va être asphyxié. Donc, va mourir par asphyxie, par étouffement, etc., etc. Et lorsque le coq meurt dans son agonie, finit par mourir, ils vont le plumer, donc on va enlever les plumes, etc., etc. Et il va être partagé en 3 principaux quartiers. Ils vont mettre d'un côté le reste de la viande, un autre tas sera fait avec la tête et les pattes, et enfin un autre tas à côté avec on va dire quoi, les viscères, donc les ébats de la peau, donc les viscères. Voilà, notamment le gésier, parce que c'est le gésier qui est très clé dans cette affaire-là. Donc, ils vont nettoyer, etc., etc. Et ils vont confectionner un paquet. Ils vont confectionner le fameux paquet dédicat, bien sûr, avec toute la mixture que la dame a pilée dans le temple, etc. Tout ça va être mis dans ce paquet avec des morceaux de viande de porc épic aussi. Ils vont mettre toutes ces choses dans le même paquet. Et ils vont mettre de l'huile de palme. Il y a l'huile de palme rouge. L'huile de palme de rouge ici qui va être le symbole du sang. Le sang des Ribenga. Oulala, avec Ribenga, c'est une autre entité dans le boutier. Ça, c'est une autre entité. Ribenga, c'est une entité de rébellion, en fait, dans le boutier. On en parlera prochainement. Donc, je confonds souvent les deux entités. Ribenga, ce n'est pas la fille. La fille, c'est Dibenga. Ribenga, c'est une autre entité. Voilà. Dans le syncrétisme, ils ont copié un peu le christianisme et donc ils ont donné naissance à une sorte de Satan bouddhiste qui est en fait Dibenga. Voilà. Qui est plutôt Ribenga. Voilà. Un peu de confusion. Ben bon, on va comprendre. Ça ira. Et donc, ils vont mettre l'huile de palme, n'est-ce pas, qui est le symbole du sang des Dibenga. Ils vont mettre l'huile de, comment on appelle le bois là? L'huile de Moabi. Le Moabi a des fruits là, et donc, on casse, etc. On fait une mixture, ça dégage un peu comme le beurre de karité. Voilà. Donc, en fait, l'édicat s'est fait donc avec tout ce qui a été écrasé là, les arachides, le concombre, les écorces d'arbres, l'huile de palme, l'huile de Moabi, donc le beurre de karité issu du Moabi. On a le miel qu'on va mettre à l'intérieur, le sel, etc. Ensuite, ils vont prendre la poudre, ils vont prendre un certain nombre de tam-tams, les trucs qu'ils utilisent là, les chasse-mouches, ils vont gratter les poussières de toutes ces choses-là, ils vont ajouter, et c'est très souvent exactement à cet endroit que la fameuse poudre blanche, je sais que vous comprenez, la fameuse poudre blanche issue du crâne va atterrir au même moment qu'on met la poudre
la peau du tam-tam, de la cithare, de quoi, des chasse-mouches, des fétiches, qui est tout. Et en ce moment aussi est introduite de manière très discrète la poudre du crâne humain dans le plat de l'Eudika. Et donc, il va être attaché, n'est-ce pas, avec une corde spéciale qui vont tisser à partir comme on appelle, des branches de bananier. Ils vont fabriquer une corde spéciale qui est tissée, qui est elle-même la représentation de l'intestin grêle de Dibenga, qui a été sacrifié. Parce que quand le père et la mère, l'oncle avaient sacrifié Dibenga pour attacher le paquet, ils ont dû utiliser son intestin grêle. Et donc, aujourd'hui, cet intestin grêle dans le bouti est représenté par cette longue corde, n'est-ce pas, qui est faite avec laquelle on attache le paquet. Et ils vont laisser un certain nœud à côté, sur la bouche du paquet, comme on dit au village, sur la bouche du paquet, il y a un nœud par lequel le nganga va attraper, n'est-ce pas, le paquet, il va le transporter avec, n'est-ce pas, son pied gauche, parce que ça ne se transporte pas avec les mains. Donc, il y a un nœud qui est laissé juste à côté, et quand le nganga vient, il met le pouce gauche de son pied, le pouce, comment on dit, de son pied gauche, et il accroche le truc, le paquet, et il amène jusqu'à mettre au feu. Et donc, ça va passer, le temps que ça va passer, jusqu'à ce que la chose soit préparée, soit cuite. Et ensuite, ils vont la ramener au Bwenze au lieu de la consommation. Donc, quand le moment de consommer l'Eudika arrive, ils vont se retirer là-bas, rien que dans le Bwenze, rien qu'avec les initiés qui ont déjà une fois mangé l'Eudika. Donc, les initiés niveau 0 ne sont pas invités. Voilà. Les niveaux 0 qui sont souvent sur les réseaux sociaux pour faire des débats bêtes là, ne sont pas invités. Ils ne savent même pas de quoi il est question. Ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais assisté. Ils ne savent même pas de quoi il est question. Alors, donc, les initiés qui ont déjà mangé l'Eudika au moins une fois vont se retrouver dans ce lieu-là pour maintenant manger l'Eudika. Alors, donc, quand on fait, le paquet va être ouvert, ils vont ouvrir le paquet sur les feuilles de bananier, etc., etc. Et puis l'impétrant, c'est lui pour qui le repas a été organisé, doit, il devient, en fait, il doit se comporter comme un animal. Donc, il va se mettre à plat ventre parce qu'on ne vient pas manger l'Eudika debout. Il va se mettre à plat ventre et on va lui mettre la peau de l'animal, le moustingui, sur la tête. On lui met la peau du moustingui sur la tête et il va ramper comme un serpent, vous voyez, à plat ventre, comme une viande, comme un animal en fait. Et donc, il va arriver en rampant, vraiment en modèle de serpent, quoi. Voilà, et il va arriver jusqu'à là où le paquet est ouvert. Et il ne peut pas le manger avec les mains, c'est interdit, parce qu'il doit se comporter comme le moustingui qui a mangé l'Eudika, le premier animal à manger l'Eudika. Excusez. Et donc, le monsieur va ramper et sans utiliser sa main, il va mettre directement la bouche dans le plat et il va commencer à manger l'Eudika. Eudika, donc l'Eudika, voilà. Donc, il va commencer à manger l'Eudika avec sa bouche sans utiliser ses mains. Donc, il va manger ce qu'il va manger et ensuite, il le reste, la cérémonie va continuer. Le père spirituel va lui faire manger maintenant le gésier qui a été, on va dire quoi, chargé, voilà, avec un peu de poudre blanche, comme vous comprenez, la poudre du crâne, avec un peu de mixture et tout le reste qui a été, donc lui, le maître va mettre ça entre ses jambes et lui, il rampe toujours comme un animal entre les jambes de son patron, de son maître initiateur et il mange cela. Voilà, là, ils sont vraiment sages lorsqu'ils font
comme ça. Et donc, c'est ainsi que l'initié, en réalité, vient de franchir un cap très important. Il vient d'atteindre un certain nombre de degrés, on va dire un niveau quand même qui le différencie avec celui qui n'a pas encore mangé le dika. Et donc, quand il mange le dika, on va dire quoi? Le dika va être pour lui le soubassement qui prépare l'arrivée du génie, donc du démon, en fait, qui est l'enfant du Mwiri. Voilà pourquoi, à ce niveau, pour arriver à ce niveau, très souvent, vous devez être passé par le Mwiri, parce que c'est le démon que vous allez manger à la suite, qui est le Motoba, n'est que l'enfant du Mwiri. Donc, vous voyez que le Bouti et le Mwiri sont liés. Il n'y a pas de Bouti sans Mwiri. Et bon, voilà quoi. En fait, pour gravir les échelons dans le Bouti, vous êtes condamné à passer par le Mwiri. Donc, c'est un tandem un peu de sorcellerie africaine gabonaise qui est bien rodé. Donc, le Mutoba, plutôt, l'édika, c'est le soubassement pour accueillir d'ici là le Mutoba qui arrive. C'est aussi la consommation du vampire du coq. Donc, en fait, l'énergie vitale de l'homme, qui est aujourd'hui étant le coq, désormais, on dit le coq. Mais autrefois, c'est là où on captait l'énergie de Dibenga a été captée pour asseoir, n'est-ce pas, le bouti de son père et de son oncle. Donc, c'est ce rituel-là, aujourd'hui, dans le cadre du poulet, lorsqu'il est mangé, il fait asseoir aussi le pouvoir divinatoire. Parce que vous savez que dans le Misoko, le travail, l'évolution vous pousse à devenir un ganga. L'évolution vous amène à être un guérisseur. C'est un outil pour la guérison. C'est un outil thérapeutique. Donc, ceux qui s'engagent dans le Misoko sont très souvent des gens qui ont envie de soigner, de devenir des ganga, etc., etc. Et puis bon, ils vont dire en même temps aussi que ça vous protège contre des attaques, contre le poison. Et quand vous avez mangé une nourriture empoisonnée, ça ne vous fera rien du mal, etc., des trucs comme ça. Mais bon, voilà un peu les fonctions, les principales fonctions comment on appelle, de Edika, c'est de constituer le soubassement des prochains repas, parce qu'il y a beaucoup de repas, dans le boutique que vous allez prendre, et Edika est le matelas sur lequel tous ces autres repas viendront s'asseoir. Vous ne pouvez pas prendre le Mutoba si vous n'avez pas pris Edika. Vous ne pouvez pas prendre tout autre repas par la suite si vous n'êtes pas passé donc par l'alliance de l'Edika, donc la consommation, la commémoration du sacrifice rituel de Dibenga. Voilà, donc pour que vous deveniez un vrai bouddhiste ou un bon bouddhiste, le premier pas le plus important où vous vous engagez en connaissance désormais de cause, c'est celui de commémorer Dibenga, le sacrifice humain de Dibenga, la jeune fille qui a été tuée, mangée par son père et son oncle pour asseoir leur boutique. Donc il y a un principe de faire asseoir le boutique qui existe dans le boutique. Vous ne pouvez pas avancer, faire des classes, devenir un grand boutiste si un jour vous n'avez pas votre Dibenga à donner. À un moment ou à un autre, pour le moment vous mangez Dibenga de manière symbolique. Pour le moment, vous le mangez de manière symbolique parce que, en fait, vous n'avez pas encore des grands secrets de la traversée du bouti, de la mort, on va dire quoi, de la nudité du bouti. Vous ne savez pas encore ces choses. Mais quand vous arriverez au niveau où vous devez traverser le bouti, où vous devez voir la nudité du bouti, où vous devez voir Nzambe Kana, vous devez vous préparer à donner donc votre Dibenga comme le père, comme, n'est-ce pas, Eshinga et son beau-frère ont donné, n'est-ce pas, leur fille pour asseoir le bouti. Donc, pour terminer, je vais vous donner quelques grands éléments clés lorsqu'on regarde donc la symbolique aujourd'hui du plat, du paquet. Donc ça, c'est ce qui est du paquet. Mais lorsque vous le mangez,
vous devez comprendre ce qu'il signifie. C'est quoi Edika? D'accord. Donc, le paquet tel qu'il est conçu, lorsque vous regardez le paquet d'Edika, en fait, c'est le corps d'une femme. Edika, c'est une femme. Donc, dans son ensemble, la philosophie du paquet, c'est une femme. Ensuite, les feuilles de bananier qui forment maintenant le paquet dans lequel les choses sont mises, ça représente le ventre de la femme. Ça représente le ventre de la femme. Donc, on ne sacrifie pas les hommes dans Edika. On ne mange pas les hommes. Ce sont des femmes qu'on mange dans Edika parce que c'est la fertilité, parce que c'est la maternité. Et donc, le paquet Edika, c'est une femme. Le paquet représente, parce que Edika, c'est une philosophie globale. Maintenant, le paquet représente comment on appelle, le ventre de la femme. Ce qui sort lorsqu'on fait le paquet en haut là, vous voyez, c'est un peu comme le chignon. Voilà. Donc, ce qui déborde là, cette espèce de chignon là, c'est les cheveux de la femme. C'est les cheveux de la femme. Donc, c'est une femme qui est là que vous mangez. Donc, c'est les cheveux de la femme qui sont là. L'huile rouge, quand vous voyez le symbole de l'huile de palme dans comment on appelle, dans le Dika, l'huile de palme représente le sang menstruel et le sang en général. Vous devez savoir que dans le premier Edika, on mangeait le sang menstruel. Vous devez vous rappeler chaque fois qu'il y a un interdit dans les rites initiatiques, très souvent il y a une cause. C'est pourquoi on interdit d'être à côté de la femme qui a des menstrues, ne pas manger ce qu'elle a pilé, etc. Mais ils ne vous ont jamais dit toujours pourquoi. Très souvent, ils vont dire non, parce qu'elle est impure. Non, mais parce que dans le cas des Dibenga, dans les premières femmes qui ont été mangées, le sang menstruel était mangé dans le Dika. Dans la première femme qui a trouvé le bouti, le crâne plutôt du pygmée, quand le crâne a réclamé la ressemblance humaine, parce qu'il avait passé beaucoup de temps sous la terre, il était devenu blanc. Le premier sang que la femme a frotté au crâne pour qu'il reprenne un peu la couleur du sang humain était le sang des menstrues. Donc, vous voyez qu'il y a un lien entre ce que eux ils consomment en cachette et ce qu'ils vous interdisent en public. La plupart des animaux, on dit la femme ne mange pas tel animal, mais les hommes les mangent parce qu'il y a un secret entre cet animal et les hommes, etc., etc. C'est un peu ça l'histoire des menstrues, des femmes en menstrues qu'on doit écarter parce que en fait c'est comme des génies, c'est comme un fétiche pour eux-mêmes les maîtres. Mais donc il faut créer une barrière à ce qui n'est pas d'accès, n'est-ce pas, facile à tout le monde. Donc en fait c'est des profanes qui sont privés pour rien. Entre-temps, eux-mêmes, les grands maîtres, ils connaissent et ils mangent même ces menstrues-là dans les rituels. Voilà, ils interdisent pour faire croire que le sang des menstrues est tellement mauvais, mais alors qu'ils le consomment même dans les rituels, ils le mangent, ils le sucent, ils le boivent. Voilà. Ensuite, vous avez la plume du perroquet. Très souvent, ils vont coiffer le dika à la fin d'une plume de perroquet, ou alors la plume va se retrouver sur la tête du maître qui conduit les opérations d'initiation. Cette plume rouge de perroquet a double signification. Il signifie parfois la langue, donc la langue, et je vais vous montrer tout de suite une vidéo. On a vraiment des choses à vous apprendre. Attendez, dans le live de 17h, nous vous apporterons une démonstration d'une danse du bouti qui commémore, qui célèbre le crime rituel. Que vous voyez, la plupart de leurs ballets que vous voyez là, lorsque vous n'êtes pas initié, vous êtes blasé par la chorégraphie. Mais quand vous êtes un initié d'un haut vol, vous ne pouvez pas vous imaginer des choses qu'on voit et qu'on se dit heureusement que ces gens-là sont profanes. Heureusement qu'ils ne savent pas ça, parce que s'ils savaient ça, ils nous auraient filé la casse depuis longtemps. Vous voyez? Et donc, la plume est parfois la langue de la femme, mais parfois, on va dire quoi, l'organe d'excitation de la femme. J'ai pas envie de nommer. Vous comprenez, quand on enlève le sexe de la femme, il y a un organe à cause de la vulgarité, je vais pas citer. Et donc, c'est de cela. On doit éviter d'être un peu comme chocolat des filles. Voilà, on a un peu de l'éducation quand même.
Et donc, on a cela, la plume qui est la langue ou l'organe de l'excitation de la femme. On a la corde, comme je venais de vous dire, la corde qui représente donc le cordon ombilical, le cordon ombilical ou l'intestin grêle de la femme. Et ensuite, vous avez le nœud sur le paquet de Eudika qui représente le nombril de la femme, par là où le maître Nganga met, n'est-ce pas, l'orteil, le pouce de son orteil de gauche pour transporter le paquet pour aller le mettre au feu. Et à la fin de tout, lorsque on a fini de manger Edika, lorsqu'il a fini, tous les autres initiés qui sont avec lui, ils vont manger le reste, n'est-ce pas, qu'il a laissé, sans jamais toucher aux os des pattes et de la tête. Et ça, nous vous expliquerons ce qu'ils font des os de la tête du coq et des pattes du coq dans la prochaine conférence lorsqu'on va vous parler du Tchombi, qui est, n'est-ce pas, le fétiche, le premier fétiche de protection désormais individuelle du néophyte, donc du nouveau adepte du Mouri. Et vous verrez combien ces gens sont ridicules. Ils sont ridicules, ils croient à des choses, ils sont vraiment, vous comprendrez pourquoi ils parlent des Grégores. Vous comprendrez pourquoi prochainement ils parlent des Grégores. Quand ils veulent à tout prix vous faire croire que Jésus est un égrégore, c'est parce que en réalité le Tchombi est la preuve marquante de ce qu'on appelle un égrégore. Nous reviendrons sur le Tchombi donc qui va être fait à base de la tête de ce poulet-là et donc des pattes du poulet qui a été mangé pendant le Dika. Et puis tous les restes, tous les débris, les feuilles, les cordes, tout ce qui va rester là, ils vont aller enterrer ça en brousse sous un palmier. Sous un palmier, parce que le palmier, encore dans le Bouti aussi, c'est une station, non seulement de sorcellerie, mais aussi l'image d'une femme. Voilà, l'image d'une femme avec ces branches qui sont l'image des cheveux au vent de la mère de Dibenga, n'est-ce pas, qui pleurait sa fille, qui cherchait sa fille. Et puis les régimes des bananes qui, par leur niemboué, donc, n'est-ce pas, l'huile représente le sang de la femme, etc., etc. Voilà, mesdames et messieurs, un petit tour sur un repas qui est consommé dans le Bouti, mais dont l'origine est le crime rituel d'une jeune fille d'Ibenga, installée, mangée copieusement par son père et son oncle. Qu'en est-il aujourd'hui des Nganga d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont fini de manger les gens? Est-ce que réellement, dans les coins et les recoins les plus reculés, il n'y a pas de Dibenga qui tombent? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Dibenga encore aujourd'hui dans notre maison, dans notre pays? Toutes ces femmes qui disparaissent dans ce pays, toutes ces jeunes filles qui disparaissent dans ce pays, tous ces enfants qui disparaissent dans ce pays, est-ce que toutes vraiment disparaissent pour des raisons, etc. Est-ce qu'il n'y a pas parmi toutes ces disparitions-là des Dibenga qui finissent dans les réunions, dans les cultes des bouddhistes? Parce que l'on dit que celui qui a volé, volera, n'est-ce pas? Celui qui a volé, volera. Si le rite a commencé avec des sacrifices humains et qu'il a fallu l'administration coloniale pour mettre la pression pour qu'il cesse de sacrifier les humains et qu'il transfère la technologie en sacrifiant désormais des animaux, notamment le coq à la place, il est fort probable que dans des endroits où on n'a pas une bonne surveillance, vigilance, il est fort probable et donc que des vies humaines soient encore ôtées parce que hier, les vies humaines ont été ôtées et nous croyons qu'encore aujourd'hui, elles le sont parce que le rite, c'est le rite. Il y a des petits syncrétistes qui ont évolué, qui peuvent prendre des pratiques à gauche, à droite, mais nous savons aussi qu'en toute chose, il y a des puristes. Il y a des puristes qui gardent la chose telle qu'elle est. Et ces puristes peuvent encore être nombreux dans ce pays. Et on a vu Mbantem exécuter cette chose, quand bien même c'était pas une fille, mais quand même c'était un rituel de crime, n'est-ce pas,
humain, de sacrifice humain avec prélèvement et consommation d'organes. Mesdames et messieurs, c'était notre contribution à vous amener à comprendre ce que c'est, n'est-ce pas, l'Edika, pas Odika, Edika. L'Edika dans le Bwiti est un repas qui, au commencement, se faisait avec des jeunes femmes ou des femmes et qui, aujourd'hui, se fait avec des animaux. Mais on n'est pas toujours très sûr que dans les coins les plus reculés, ce soit toujours des animaux. On peut supputer que si hier l'humain a été utilisé, aujourd'hui il se peut encore que l'humain soit utilisé pour des sacrifices, pour des rituels de Bwiti. Merci de nous avoir suivis pour aujourd'hui. Bonne suite d'écoute. Nous nous retrouvons tout de suite à 17h, exactement 17h00 pour notre live de sensibilisation, notre live de conscientisation au sujet, n'est-ce pas, d'un certain nombre de choses d'actualité. Et à 19h30, nous nous retrouverons pour le live sur, n'est-ce pas, le décryptage de l'Edika, où les spécialistes, les anciens spécialistes viendront vous apporter plus de connaissances, plus d'éléments, plus d'explications sur le repas d'Edika dans le Bwiti. Et nous attendons massivement les bouddhistes à venir discuter de l'Edika, à nous dire qu'est-ce qui s'est passé avec Dibenga. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dibenga? Qui a tué Dibenga? Pourquoi avoir tué Dibenga? Qu'est-ce que Nzambe Kanas attendait de Dibenga? Etc., etc. Mesdames et messieurs, que toute la paix et la grâce du Seigneur soit avec vous. La Ligue chrétienne anti-animisme est heureuse, n'est-ce pas, de vous avoir au quotidien. Et désormais, nous avons une marque déposée. Comme vous pouvez la voir sur moi, le t-shirt, les polos de la Ligue sont disponibles. Il vous suffit simplement d'aller sur le groupe de la Ligue, de télécharger le logo de la Ligue tel qu'il est là. Vous le faites vous-même. Nous vous donnons l'autorisation de le faire. Vous téléchargez le logo de la Ligue. Personne ne vous le vendra. Vous le prendrez gratuitement. Vous allez à l'imprimerie. Vous trouvez l'imprimeur. Vous lui demandez de vous faire quelque chose de ce genre. C'est notre contribution à encourager le combat de la Ligue. Tout est gratuit, vous ne payez pas. Vous téléchargez votre logo, vous allez voir l'imprimeur, il vous sort quelque chose comme ça et vous êtes, n'est-ce pas, membre de la Ligue et fier de l'être. Shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous nous retrouvons la prochaine fois. À bientôt. Paix et grâce chez vous.